Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 28 mai, le président de la République, Alassane Ouattara, a assoupli les mesures de restriction concernant la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, le couvre-feu est levé et certains commerces ont d'ailleurs repris leurs activités. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la pandémie à coronavirus ne continue pas sa progression en Côte d'Ivoire. Le 3 juin, le pays comptait 3110 cas confirmés et 35 décès. Dans cette crise sanitaire, l'eau tient une place importante dans notre quotidien. En effet, comment faire sans eau? Comment vivre et respecter les mesures qui nous sont édictées et l'hygiène nécessaire à notre survie et à notre protection sans eau? Alors, comment ces familles peuvent respecter ces mesures barrières alors qu'elles sont privées d'eau ou tout simplement elles n'ont pas accès à l'eau courante? Le 8 mai dernier, un vaste programme a été lancé par le gouvernement. 1 600 000 personnes qui sont issues de 155 quartiers et sous-quartiers du Grand Abidjan devraient bénéficier dans 18 mois d'eau potable. Alors, à qui réellement est destiné ce programme? Va-t-il toucher toute la Côte d'Ivoire? Comment est-il mis en œuvre? Et pourquoi encore aujourd'hui, les personnes sont confrontées aux pénuries d'eau? La qualité de l'eau est-elle bien contrôlée et la quantité suffisante? Plusieurs structures interviennent en réalité au quotidien dans la gestion de l'eau en Côte d'Ivoire. Mais qui fait quoi? Mesdames, Messieurs, ce soir, vous allez découvrir le quotidien de plusieurs familles dans divers quartiers d'Abidjan. Quartiers résidentiels, quartiers précaires. Des questions se posent et vous aurez les réponses ce soir dans ce document inédit réalisé par les équipes de Soprod. Vendredi 8 mai dernier, quartier Pimbli à Yopougon. Dans quelques minutes, le lancement des travaux pour alimenter les quartiers précaires du Grand Abidjan en eau courante vont débuter. Toutes les huiles du secteur de l'hydraulique sont présentes, à commencer par les directeurs généraux de l'ONEP et de la SODECI. Sur le sud, on a à peu près 300 km de réseau à poser pour avoir un impact sur plus de 500 000 populations. On a tout préparé, vous avez vu le matériel, on a fait l'approvisionnement, les équipes sont sélectionnées, donc on est prêt à... Et là, on est sur quel délai? Alors, Quand il y a délai, je vais dire, bon, prenons le cas, celui qu'on lance aujourd'hui, par exemple. Les populations qui sont là, on va dire au bout de combien de temps? on est sur un délai qui devrait tourner autour de 2-3 mois maximum pour la mise en service de ces réseaux, de ces premiers réseaux qu'on va poser. C'est-à-dire Un peu partout, ou bien ce cas de Alors il y a 170 km de réseaux qui ont déjà été lancés, donc c'est le premier lot de travaux. D'accord. Sur ce premier lot de travaux, on s'est donné un délai maximum de 3 mois. Dans 18 mois, 1 600 000 personnes vivant dans des zones non viabilisées d'Abidjan et ses banlieues proches devraient bénéficier d'eau chez eux. Une première phase accélérée du fait de la crise sanitaire et sur laquelle la SODECI travaille depuis 1 an. C'est pas un peu tard de lancer un programme On démarre un mois et demi après le Covid? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de programme-là se conçoit sur une période d'1 an. Il y a un certain nombre d'études préalables à faire, il faut pouvoir ensuite discuter avec les autorités, il y a des processus de validation, de vérification, il y a des processus budgétaires parce qu'il faut mobiliser les fonds. Donc ce sont des problèmes structurants sur lesquels nous travaillons avec. Dès que on a appris qu'il y avait un premier cas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne pouvait pas accélérer ces travaux? Parce que je pense que le programme, il devait être fait. La structure du programme devait être fait. Ok, moi je pense que oui, mais c'est pour ça que nous sommes ici. Hein. C'est un coup d'accélération qu'on a eu, qui a été donné par la hiérarchie. Mais je pense qu'on ne s'est pas arrêté. De mon point de vue, on ne s'est pas arrêté. Hein. Les choses ont toujours continué à être faites. Et puis avec tout le monde d'ailleurs. Bon, maintenant... Dans le cadre d'une crise, en général, c'est un peu plus accéléré. C'est quoi? C'est un problème de financement qui ne se débloque pas? Non, à mon avis, non. Je ne pense pas qu'il y ait un problème de financement. Seulement, il y a des lourdeurs administratives, que ce soit parce que c'est des banques privées, à mon avis, qui mettent cet argent sur la table. Donc, il y a quand même des formalités. Il y a des délais, il faut que les banques étudient les dossiers, il faut que nous, on ait finalisé les discussions sur les montants. Donc, nous avons fait des propositions. Ces propositions sont vérifiées par les services techniques de l'État, confirmées que les prix correspondent. Donc, il y a tout un tas d'éléments techniques.
incompressible avant que l'engagement soit confirmé. Ce projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, l'APTF, coûte 44 milliards de francs CFA à l'État et concerne 155 sous-quartiers du Grand Abidjan. 27 dans le sud de la capitale, notamment à Koumassi, Marcory et Vridi, 21 dans le nord d'Abidjan, précisément à Cocody, au plateau, à Adjamé et à Tégoubé, 22 dans la commune d'Abobo, 41 quartiers dans la commune de Yopougon et 44 quartiers périphériques de la zone urbaine d'Abidjan. Pour bénéficier du branchement, les familles devront s'acquitter de la somme de 10 000 francs CFA. L'État vous met quand même un peu un coup de pression pour accélérer tout ça dans le cadre d'une crise sanitaire. Bien entendu, la pression, on la ressent, mais on va au plus vite possible. Donc grâce au Covid, en fait, on peut se dire que tout Abidjan, la banlieue d'Abidjan va avoir de l'eau. Écoutez, avec ou sans Covid, c'était les objectifs du gouvernement d'augmenter la couverture de l'eau potable. Mais là, il y a une accélération. Oui, on peut le dire, puisque l'eau fait partie de nos barrières. Mais... Aujourd'hui, plus de 3000 cas sont positifs à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le virus continue de se propager et l'eau est encore plus indispensable dans le cadre d'une pandémie. Nous allons donc vous plonger au cœur des problématiques du secteur de l'eau et vous faire découvrir le quotidien des populations des quartiers défavorisés qui vivent sans eau courante. Tidiane, 21 ans, a toujours vécu à Paimbli. Dans ce vaste quartier de 30 000 habitants, toutes les journées débutent par la même corvée, l'approvisionnement en eau. Magan, bonjour. Un jour. Ah, viens prendre ton argent d'eau. Tiens. Il a fait 2 tours. Et combien coûte le seau d'eau? Ah, ça a 50 francs. Et vous faites combien de tours par jour? On peut faire 10 tours par jour. Hein. Vous êtes combien dans votre maison? On est 14. Et l'eau que vous puisez, ça va vous servir à faire quoi? Laver les habits, les assiettes, préparer, faire le ménage. Pour sa consommation quotidienne, cette famille de 14 personnes dépense 1500 francs CFA pour 200 litres d'eau. Aucun revenu fixe. Dans ce quartier, la majorité de la population vit au jour le jour, espérant pour s'en sortir, gagner au jeu de hasard. Michel, tu as un comportement de... On donne 1000 francs pour jouer l'auto. Pourtant, il n'y a pas l'eau. On peut confectionner petite nourriture pour manger, tu allais jouer l'auto. C'est même pas sûr que tu as gagné. Ça me dépasse, il est midi. Faut arrêter. Ça appartient à qui? Oh, Michel. Faut arrêter. L'argent de l'eau. Mais il n'y a pas l'argent, faire comment? On est fatigué. On est fatigué. Puis après, il n'a plus l'habit. Ah, voilà ça maintenant. Pourquoi prendre l'habit quand l'habit même jour? On fait comment? On est dedans. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ah, on souffre vraiment. Trop de souffrance. Pour manger, c'est difficile. Quand on est malade aussi, c'est difficile. Les médicaments qui ne sont pas conseillés, on est obligé de les acheter pour prendre soin de nous-mêmes. C'est un peu difficile. Ce quartier existe depuis près de 30 ans. Des maisons d'une pièce, construites illégalement, qui possèdent l'électricité depuis 2 ans, mais toujours pas l'eau courante. Et vous lavez en moyenne combien de fois les habits par? Chaque 3 jours. Ça vous est jamais aussi arrivé de manquer d'argent pour acheter l'eau? Ça nous manque souvent. Ça manque souvent, mais comme la petite qui vend de l'eau, là, nous connaît. Là. Souvent, on peut lui dire de remplir 2 tours, mais que ça ne suffit pas. Et après, on va venir lui remettre son argent. C'est ce qu'on fait aussi souvent. Si Tidiane et sa famille avaient un abonnement Sodeci, en période de pandémie, l'eau ne leur coûterait rien. Mais faut-il déjà que les canalisations traversent cette zone? Cela tombe bien, depuis 2 semaines, les travaux sont en cours dans le quartier. Une opportunité que la jeune fille compte bien saisir. Les vieux, c'est comment? Je suis là. Afin de compter d'eau, c'est comment? Le monsieur est venu nous voir que vraiment la Sodeci vient nous donner de l'eau.
Mais nous, on s'est fait recenser. On s'est fait recenser chez quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. On nous a dirigé vers la personne, on s'est fait recenser. Donc, on ne sait pas comment ça s'est passé, même on ne connaît pas la personne. Donc, moi, je connais le monsieur avec qui je suis recensé. Le monsieur même, je connais chez lui. Même où ils sont posés, je connais là-bas. Oui, c'est déjà bon. Est-ce qu'il y a une opération de recensement de personnes pour les compteurs dans ce quartier? Oui, il y a même beaucoup de personnes ne sont pas encore recensées. Eh oui. S'ils viennent vers moi, je les dirige vers le monsieur là-bas. Dans chaque quartier, il existe un responsable pour chaque problème. Cela fait 2 ans qu'à Paimbly, on réclame l'eau courante. C'est Jean qui gère le dossier. Voilà le monsieur qui inscrit les noms. Le compteur. Quels sont les dossiers à fournir? Il y a, comme tout à l'heure, voici, vous êtes propriétaire ou bien locataire? Propriétaire. Vous êtes propriétaire. Si vous êtes propriétaire, vous vous envoyez ODP, plus la photocopie de votre pièce d'identité. Je prends ce monsieur, par exemple, qui a fait son enrôlement. Il est propriétaire. Voici son ODP. Voici son ODP. Voici la photocopie de sa pièce d'identité. Et c'est en fonction de ça qu'on remplit et puis on vous donne. C'est vous qui recensez les gens? Oui. Vous êtes habilité à le faire? Depuis, je crois, 2 ans, je travaillais en collaboration avec l'ONEP et tout ça. Et quand on a commencé, il fallait d'abord recenser des gens. Et quand on a parlé de recenser, l'ONEP, sur la conduite, m'a envoyé des agents. Les agents de l'ONEP sont venus, il fallait recenser des gens et tout ça. Et depuis lors, on a commencé à recenser des gens pour donner au moins, avant même que les compteurs n'arrivent, pour qu'on sache au moins il y a combien de demandeurs qui sont sur le terrain. Et vous avez recensé combien de personnes? Actuellement, il y a déjà près de 1000 dossiers qu'on a déposés à la SODECI. Est-ce que la SODECI ou l'ONEP vous révèle quelque chose? Non. Que vous faites? Non. Et l'inscription s'élève à combien avec vous? Pour celui qui ne peut pas aller légaliser le document, qui dit « Ah, moi je n'ai pas le temps », on lui demande de donner 1000 francs. Donc les gens se font recenser au prix de 1000 francs avec vous? C'est pas obligatoire. Au fil des années, Jean est devenu un pro du recensement et des processus d'inscription à la SODECI. C'est un intermédiaire indispensable qui facilite la communication et la compréhension entre la population et les institutions. Vous ne pensez pas que ce serait mieux pour vous d'aller directement à la SODECI vous inscrire? Bon, c'est pas mal, c'est pas mauvais, mais on ne peut pas dépasser les chefs pour aller nous-mêmes. C'est bien le vieux. Oui, c'est ça. Pas joli à voir. Le moment où on met la confiance au chef, pour voir ce que ça va donner. L'eau, source de vie, dit-on. Le gouvernement ivoirien équipe le pays en eau potable depuis 1959, soit plus de 60 ans. Aujourd'hui, 50% de la population y ont accès. Depuis 2017, l'État a décidé d'accélérer les choses et s'est lancé comme défi l'accès à l'eau pour tous en 2030. À ses côtés, la SODECI qui fait face à de nombreuses problématiques. Centre de relations clients SODECI, bonjour, Vianney pour vous assister. Je vous appelle pour vous signaler une coupure de fourniture d'eau. D'accord. Monsieur, bonjour. Comment est-ce que je peux vous aider sur vous? J'ai vu qu'il y a le tuyau qui alimente les cafés. C'est où le lieu d'intervention, s'il vous plaît? Nous sommes au carrefour Ministérie. C'est à Boboté? À Boboté, oui. À Boboté, de l'autre côté d'abord, oui. Alors, si j'ai bien compris la préoccupation, vous nous signalez une traversée cassée pas loin de votre lieu d'habitation. Et précisément au carrefour Menuiserie à Boboté, c'est ça? Oui. D'accord. C'est votre numéro qui s'affiche à l'écran? Oui, c'est mon numéro qui est là. D'accord. Nous initions donc la requête pour vous. Et puis, on initie pour transmettre à notre équipe d'intervention. Et lorsqu'ils seront à proximité, vous serez contactés. D'accord, monsieur Ewa? D'accord. Merci beaucoup de patienter. Passez un bel après-midi. D'accord, c'est bien noté. Comptez sur nous. Au call center de la SODECI, les appels s'enchaînent. Les téléopérateurs peuvent recevoir jusqu'à 500 appels par jour. Coupures, fuites, qualité de l'eau, faiblesse de la pression, plaintes en tout genre. Ces agents se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux préoccupations des clients. Et sur le terrain, l'accueil des équipes n'est pas toujours très chaleureux. La première fois, quand le tuyau était cassé, c'était ici. Vous avez vu que
c'est pas c'est l'érosion, tu vois. C'est l'érosion. Aujourd'hui, là, un camion peut passer ça. Dès matin, on vous appelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Bon, je vais d'abord enregistrer, prendre les références de l'endroit exactement. Et puis, je vais transmettre ça à mon responsable technique. Et on va faire une équipe pour abaisser la conduite. Hein? Tu as compris? Voilà. Parce que voilà, quand c'est à nu comme ça, ça peut se casser à tout moment. Et c'est pas bien. C'est pas bon. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, depuis midi, j'ai commencé à appeler là-bas pour dire que vraiment, en fait, deuxième fois que le tuyau se casse. Donc, comment on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, l'eau passe. Nos femmes, nos enfants, on ne peut pas. Depuis, on peut se laver. Parce que l'eau est coupée. Donc, dans ce cas-là, est-ce que quand il y a une situation comme ça, la SODECI est à mesure de nous envoyer de l'eau pour nous sauver en attendant que vous faites les travaux? Parce que ces travaux-là, on parle de depuis 13 heures. C'est-à-dire que quand on dit depuis 13 heures, il n'y a pas de l'eau dans le quartier. Vous pouvez constater. Mais à ce moment-là, nous, on fait comment? Parce qu'on ne vient pas. À qui on s'adresse pour avoir de l'eau? Bon, quand il y a un souci comme ça, on voit qu'aujourd'hui, quand ils ont appelé, c'est moi qui ai appelé. Voilà, vous avez appelé, aujourd'hui on est venu pour faire depuis 13 heures. Ils ont marqué l'heure actuellement. Non, je vous explique. Le temps que vous avez appelé, vous avez appelé à 13 heures. Et pendant ce temps, on était en train de faire une autre réparation ailleurs. C'est-à-dire, on était en train de réparer une autre casse. On n'a pas vite fini. Voilà pourquoi on a mis un peu de retard avant de venir. Mais moi, mon souci, là, de 13h jusqu'à 19h, comment on fait pour vivre? Bon, de 13h à 19h, je pense que si tu avais signalé, on allait informer. Non, moi, j'ai dit qu'il y a signalé à 13h. Oui. Maintenant, j'ai dit que de l'eau est coupée dans le quartier. Oui. Donc, en ce moment, on fait comment? Parce que la femme, elle ne m'a pas donné de solution. Elle m'a dit qu'il y a une équipe de dépannage qui va venir nous dépanner. Maintenant, à ce moment-là, de 13h jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 19h. Oui. On fait comment pour vivre? Parce que l'eau, c'est source de vie. Pendant plus de 10 minutes, ce client mécontent va remonter les bretelles de ce technicien de la SODECI. Donc, comme vous êtes à la SODECI, quand il y a un genre d'état, on fait comment? On s'adresse à qui? Naturellement, vous avez déjà fait le bon choix en appelant le 175. Pour éviter les palabres interminables, l'agent file faire son travail. Bon, dans ce genre de situation-là, malheureusement, ils sont obligés de patienter le temps qu'on arrive, faire le constat et puis faire la réparation pour que tout le monde soit satisfait. L'érosion des sols, la saison des pluies, le manque de voirie, les nombreux passages de véhicules ont pour conséquence la mise à nu des conduites d'eau de ce quartier. Elles sont donc très souvent endommagées. En haut, la conduite peut être plus profonde. Et ici, à ce niveau, la conduite n'est pas trop profonde parce que quand il pleut, ici, vu qu'on n'est pas loin d'un bas-fond, l'eau de ruissellement qui coule pour aller dans le bas-fond, ça emporte le sable qui est sur la conduite. Donc, par endroit, on peut avoir ce genre de problème. Aboboté est un quartier où le nombre de clients de la SODECI croît rapidement. Il est ainsi passé de 4000 abonnés à 6700 en à peine 3 ans. Un quartier sensible pour cette institution qui, en saison des pluies et par manque de ressources humaines qualifiées, peine à répondre aux nombreuses sollicitations. Quand vous avez appelé l'équipe de dépannage, ils ne sont pas arrivés le même jour. Quand il a appelé, ils m'ont dit d'envoyer la facture. Et la première personne qui est venue dépanner, quand elle est venue, ils sont venus, ils ont regardé. Parce que moi, j'ai un principe. J'ai l'impression que quand la SODECI arrive, ils viennent constater le dégât d'abord, avant d'aller prendre les équipements. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que quand la SODECI sort, est-ce qu'ils ont les équipements sur eux ou bien, parce que moi, c'est ce que je veux savoir. La première fois que vous avez appelé la SODECI, ils sont venus voir. En temps, la SODECI, quand la facture arrive, ils n'attendent pas ça. Ils ne savent pas la souffrance qu'on a fait pour avoir de l'eau. Ils viennent dans leur nom compteur. Une conduite cassée à 2 reprises en moins d'1 an. Des coupures d'eau régulières dans de nombreux quartiers d'Abidjan. Une population dans l'incompréhension et qui n'hésite pas à condamner la SODECI sur les réseaux sociaux. Le service de dépannage de la SODECI est très nul. De vrais raqueteurs et très ouvertement. Il n'y a pas d'eau à la Riviera depuis matin. Vous savez quel problème même? Cela fera bientôt 2 jours que nous n'avons pas d'eau à Koumassi-Romblay et la SODECI ne nous donne aucune information sur l'origine de cette coupure. Au siège de la SODECI, conscient du mécontentement de certains abonnés, Amadou Bakayoko, directeur général depuis 1 an, a mis en place de nouvelles procédures.
Alors, je suppose que vous regardez les réseaux sociaux. La SODECI est très critiquée. Est-ce que c'est parce que vous pensez que la population, c'est l'eau, donc elle est plus exigeante, ou vous faites des mea culpa en disant bah oui, c'est difficile de maintenir du service? Donc premièrement, nous avons 1 200 000 clients. Dans ces 1 200 000 clients, on en a un certain nombre qui expriment leur satisfaction par rapport à nos services. On en a un certain nombre qui expriment une insatisfaction. La relation client classique, le client vous appelle, passe en agence pour poser un problème et vous le réglez. Vous faites l'enquête pour voir où est la faute, où est le problème. Aujourd'hui, certains choisissent de s'exprimer directement. Eh bien, nous nous sommes organisés pour capter ces demandes, pour les étudier. Et donc, dans chacun des cas, on apporte une réponse. En tout cas, lorsqu'on interpelle, soit il y a un vrai dossier derrière et donc on creuse ce dossier. Est-ce que c'est un problème de facturation? Est-ce que c'est un problème de non-continuité du service? Et on traite chacun des problèmes. C'est vraiment notre posture aujourd'hui dessus. Chacune de ces demandes-là est traitée et suivie pour pouvoir voir ce qui est réel derrière. Vous êtes directeur général de la CIE et de la SODECI, c'est laquelle c'est plus difficile? Est-ce que c'est le service de l'électricité sur lequel la population est plus exigeante ou l'eau? Je crois qu'aujourd'hui, le sujet, c'est le service de l'eau. Donc, nous sommes dans une crise du Covid dans laquelle la disponibilité de l'eau est essentielle. L'eau est essentielle à la vie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, parlons de ce sujet. C'est ce qui est à l'ordre du jour. En pleine crise sanitaire, les problématiques d'alimentation en eau prêtent une toute autre dimension. La consommation s'accentue, les clients qui font face à des difficultés d'approvisionnement sont intransigeants. Pourtant, la SODECI n'est pas responsable de tous les problèmes rencontrés par la population, et plus particulièrement dans le quartier d'Angré-Château. Depuis on a pris cette maison, on est ici. On ne fait que payer l'eau. Moi, il y a payé l'eau, je suis fatigué, je suis énervé même. Chaque fois, on paye l'eau. L'eau 2000. Dans la semaine, on peut payer l'eau 3 fois. 2000. Hein? On est fatigué ici. Vous payez l'eau, c'est-à-dire? Voici les bidons ici. On ne fait que payer l'eau, les bidons. Hein? Vous n'avez pas de Voici compteur? le compteur, les compteurs sont dehors. Les compteurs sont dehors. En 3 ans, ce quartier a multiplié par 4 son nombre d'abonnés. Entre 2017 et 2020, il est passé de 400 à 1246 abonnés, sans qu'aucune extension de réseau ne soit réalisée. Les installations n'étant pas calibrées pour autant d'abonnés, nombreux sont ceux qui sont dans la galère. Seulement voilà, les maisons se construisent sans que l'État en soit informé. Du coup, seules les premières constructions ont l'eau 24 heures sur 24. Les autres ont l'eau courante par intermittence. Oui. Voici ça. Ça, c'est... L'eau vient pas. Même avec les compresseurs, la même là. Ça vient pas. Alors, l'eau vient pas depuis combien de temps? Bon, depuis que nous on est là, en tout cas, l'eau vient pas. Quand vous dites l'eau vient pas, c'est-à-dire expliquez bien. Ça veut dire que l'eau ne vient pas dans le tuyau de SODECI là. Le tuyau qui est à la maison là, qu'on ouvre là. L'eau ne vient pas dedans. Et comment vous faites donc pour... On paye l'eau. Vas-y, on paye l'eau. On paye l'eau avec l'eau. C'est avec on paye l'eau. Mais souvent... Est-ce que vous avez mené des démarches au niveau de la SODECI pour poser le problème? Oui, les hommes sont partis plusieurs fois. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il leur dit exactement? Souvent on dit c'est les travaux. Souvent on dit bon le soir. Souvent on dit bon on vient. Moi-même je suis là, ça fait presque 6 ans. C'est les mêmes problèmes. Quand on appelle, ah non, le soir, demain, après-demain, mais ça ne vient pas. Vous avez déjà appelé le 175? Oui, chaque fois mon mari appelle. Chaque fois, même avant-hier, il devait aller là-bas. Et quand les factures sont venues, c'est dans ça, avant-hier, l'eau est venue la nuit. Ça vient la nuit de 2h ou 3h jusqu'à 4h, ça se coupe. Il n'y a même pas de pression. Notre présence a déclenché la colère des habitants. Facture à la main, Adjani tient à nous montrer comment elle s'alimente en eau. Ça, c'est pour moi. C'est l'eau de pluie on a mis dedans. Oh, regardez. C'est l'eau de pluie qui est dedans. Ça là, c'est l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie, oh. Viens voir. Ça là, on l'a géré un peu. Tu as vu douche là? On a oublié de mettre les cuvettes pour pouvoir recueillir l'eau. Tu ne me connais pas? Quand l'eau de pluie là vient comme ça, je suis contente. Tout rempli, il remplit tout ça là. Tout ce qu'on a dehors, c'est l'eau de pluie qui est dedans. L'eau là vient pas. On dit minute, l'eau là vient. L'eau là, on voit rien dedans. L'eau là, on voit rien dedans. On se réveille à 1h du matin pour puiser l'eau là. L'eau là même on voit pas. Hein? C'est quoi? On n'arrive même pas
pas dormir, on va s'asseoir, on va attendre l'eau jusqu'à l'eau. C'est difficile. C'est difficile. Hein? L'eau la vient, André pipi des enfants là. C'est comme ça l'eau la vient. On s'assoit à quelle heure? Ça va venir à quelle heure? Cette dame paierait entre 6 000 à 7 000 francs CFA tous les 3 mois. Parmi ses missions, l'ONEP est l'institution qui protège les consommateurs. Nous avons donc interrogé le directeur afin de comprendre pourquoi ce quartier rencontre ces problèmes. Que se passe-t-il à Angré-Château? Bien souvent, des opérateurs s'adressent à l'État pour avoir des autorisations pour lancer des logements qui sont en nombre relativement réduit. Mais compte tenu du manque de logements qui est constaté sur Abidjan, ces opérations-là font des extensions. Et les canalisations donc, qui sont posées en première instance pour alimenter donc, la partie qui avait été initialement identifiée s'avère insuffisante lorsque ces opérations-là sont prolongées. Donc ça peut expliquer par moment que les populations aient des difficultés à avoir accès à l'eau potable. Les travaux d'Angré-Château devraient avoir lieu quand? Il y a un problème de sous-dimensionnement du réseau que nous devons visiter. En réalité, c'est des choses qu'on doit démarrer incessamment pour permettre aux populations d'être à l'aise d'ici la fin de l'année. Parce qu'on peut comprendre que dans un quartier résidentiel comme Cocody, le manque d'eau est un handicap. Les problèmes d'eau dans la capitale en arrangent plus d'un. Ahmed est revendeur et livreur d'eau. Et tu fais le bidon à combien? Moura. Vous vendez combien de bidons par jour? Par jour. Matin jusqu'au soir, vous vendez combien de bidons? L'ondolambe bidon keme flata, l'ondolambe bidon keme ta, l'ondolambe bidon keme bi worota, ekayeno. L'ombe te kene ko. Mais tu gagnes combien par mois? Un mois, tu gagnes combien? L'argent. Ni kata jukumina odode, l'ondolambe wa nan choro, l'ondolambe wa saba choro, l'ondolambe wa kirin choro. Grâce à une dizaine de trajets en tricycle par jour pour alimenter les habitants d'Angré-Château, Ahmed gagnera en moyenne plus de 300 000 francs CFA par mois. Voici son fournisseur officiel. Cette dame possède un abonnement commercial avec la Sodeci, ce qui ne l'autorise pas à revendre son eau. Voilà, bidon moura lolo kwa compagnie c'est grand bien avoir ça là quoi. Moi le. Ouais. Et chez Koto et moi na calcul. C'est vous qui lui vendez l'eau? Oui. D'accord. Et à combien vous lui vendez le bidon? 25 francs. 25 francs le bidon. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici pour s'approvisionner en eau? Pour payer l'eau quoi. Oui. À part les charrettes, les personnes viennent elles-mêmes? Oui. Il y a d'autres qui viennent avec leurs 4x4 pour piger aussi, avec les mototaxis. Un business parallèle qui fonctionne très bien grâce aux problématiques du réseau d'eau potable. Dans le cadre de la première phase du projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, la PTF, 21 sous-quartiers d'Abidjan sont actuellement en chantier. Donc l'idée DG, c'est qu'on souhaitait refaire le point sur les engagements dans le cadre du programme APTF. On est à 35% d'exécution sur les dépenses du projet. C'est les 3 premiers mois de travaux qui représentent 170 km de réseau. C'est ça. Et donc c'est sur cette composante-là qu'on a acheté le matériel en local. C'est un projet important pour la Sodeci, ce projet d'eau pour tous en fait. Tout à fait, c'est un projet essentiel parce qu'aujourd'hui, les populations souhaitent avoir accès à l'eau directement à leur domicile, sans avoir la corvée d'aller chercher de l'eau, qui mobilise des jeunes filles, qui mobilise nos sœurs et qui sont obligées de sortir à des horaires parfois difficiles. Donc c'est un besoin vraiment vital. Donc c'est important pour nous de pouvoir accompagner toutes les initiatives visant à donner l'eau plus facilement aux populations. Alors dans le cadre de ce programme, il va y avoir un accès à l'eau qui va être donné à la population 155 sous-quartiers pour 10 000 francs, enfin en tout cas pour la pose du compteur, c'est ça, 10 000 francs CFA. Au lieu de 100, combien normalement pour avoir 147 000. Au lieu de 147 000. Alors comment vous avez calculé ce prix? Ce qui se passe, c'est que les 147 000 que vous
vous avez évoqué, c'est le prix effectivement du branchement avec le compteur. Donc à cela vient s'ajouter l'abonnement. D'accord? Donc dans l'abonnement, vous avez une composante qui est une avance sur consommation et effectivement des frais de police. Donc les 10 000 francs, c'est la somme de l'avance sur consommation et des frais de police. C'est aussi simple que ça. Donc le compteur, la pose du compteur, on ne la paye pas? C'est entièrement subventionné. C'est-à-dire qu'à 100%, l'État subventionne les 147 000. Donc ces 10 000 là. Et il n'y a pas moyen de les faire disparaître, ces 10 000 là? Écoutez, tout service, à un moment ou à un autre, il y a un coût. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'avance sur consommation. Ça veut dire que justement, on a facilité l'accès. Et maintenant, l'avance sur consommation sert de garantie par rapport à cette consommation. La gratuité est impossible. Vous me le confirmez, c'est pas possible. L'eau a un coût, il y a un coût de production. Donc ce coût de production-là, il faut bien pouvoir à un moment, le coût de production, le coût de distribution, d'entretien du réseau. Et partout dans le monde aujourd'hui, l'eau a un coût. Donc je crois que c'est un modèle qui a été reconnu partout dans le monde. Et l'eau est subventionnée, ce qu'il faut savoir. Le prix qui est vendu aujourd'hui ne correspond pas à la réalité de ce coût. Donc il y a déjà un effort qui est fait. Et je crois que je ne connais pas de pays dans le monde dans lequel l'eau serait gratuite. En Afrique de l'Ouest, le prix du mètre cube d'eau varie d'un pays à un autre. Ainsi, il est d'à peu près 630 francs CFA au Sénégal, 548 francs CFA au Ghana, 515 francs au Niger, 463 francs CFA au Mali, 453 francs CFA au Bénin, 424 francs CFA en Côte d'Ivoire et 380 francs CFA au Togo. La Côte d'Ivoire est parmi les moins chers des pays d'Afrique de l'Ouest. On a envie de faire vite. Aujourd'hui, on doit finir ce tronçon. Donc, il faut qu'on puisse, voilà. Tu vois un peu, non? Il faut qu'on prenne des précautions. Voilà, ok. Nous sommes de retour dans le quartier de Pinbly. 3 semaines après le début des travaux, le chantier touche à sa fin. Il est l'heure pour les équipes de la SODECI de procéder à l'enrôlement des populations. Bonjour madame, de la SODECI. On est là pour l'enrôlement des clients, pour l'accès à l'eau, pour vous donner des compteurs. Donc on va enregistrer chacun pour que vous veniez à notre agence pour régler. Et puis dans les jours qui suivent, on va venir poser votre compteur pour que chacun puisse avoir l'eau. Donc ça se passe comment? Donc pour le moment on enregistre seulement. On prend le nom, le numéro de téléphone et puis on va vous appeler dans les jours qui viennent. Oui, oui, on a besoin de la pièce pour faire l'enregistrement. Ça c'est pour monsieur? D'accord. On va prendre ça. Vous prenez n'importe quel type de pièces ou les pièces valables? Nous prenons des pièces valables. Nous prenons des cartes nationales d'identité, des attestations d'identité, des passeports, des cartes consulaires, certains des types de pièces légales qui permettent d'identifier le client. La date de péremption n'a pas d'importance? La date de péremption, nous n'en tenons pas compte. L'objectif, c'est de pouvoir identifier le client. S'il s'agit d'une pièce qui peut identifier le client, nous la prenons. L'objectif est vraiment de pouvoir ne pas léser certaines franges de la population. Vous aurez désormais votre propre compteur. Qu'est-ce que cela vous fait? Bon, c'est un plaisir. En tout cas, ça va lui faire plaisir parce que pour puiser l'eau, c'est pas facile. Ok, c'est bon, c'est enregistré. Nous retrouvons Tidiane, la jeune fille qui cherchait à obtenir un compteur d'eau. Nous sommes là pour vous enregistrer. On prend vos informations, nom, prénom, contact et on va vous appeler après pour venir payer. Quand vous payez, on vient poser le compteur et vous avez votre eau normalement. Mais actuellement, comment ça peut avoir de l'eau? On prend de l'eau, j'ai une petite fille à côté ici. Les gens qui nous vendent de l'eau dans le quartier ici. C'est qu'on fait. D'abord, viens. Elle vous vend de l'eau à combien? Ça dépend du nombre de tout. Ça dépend du nombre de tout. Donc chaque coup va chercher de l'eau? Oui, oui, chaque jour. Chaque jour. C'est quoi? C'est les bassines? C'est la bassine. C'est combien la bassine? La bassine, des fois c'est 100 francs, des fois c'est... Quand il n'y a pas l'eau du tout, on peut faire 200. D'accord. Donc la SODECI va vous donner des compteurs, soit à ce que vous puissiez avoir de l'eau à moindre coût. Nous on fait 1 mètre cube à moins de 300 francs. Là où une barrique, vous payez environ 1000 francs. Donc vraiment c'est
très coûteux. C'est une opportunité pour vous. Avoir un compteur à vous, qu'est-ce que cela peut changer dans votre quotidien? Bon, moins de dépenses en tout cas. Au moins, ça serait basé sur l'utiliser l'eau, mais c'est à la fin du mois qu'on pourra payer la facture. Est-ce qu'on peut avoir la carte d'identité? Au même moment, sur le chantier, le directeur général de la SODECI procède au dernier contrôle avant l'ouverture des vannes. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur le directeur. Je t'ai pas reconnu là. Ah bon, très bien. Comment ça va? Faudra que tu m'expliques la mine. Ce tuyau-là, il va jusqu'à l'entrée du quartier Paimbli sur 300 mètres. Alors, le petit tuyau que vous voyez là, c'est la preuve effectivement des campagnes de désinfection qui ont été réalisées ce week-end, puisque c'est avec ce petit tuyau qu'on injecte l'eau de javel avec une teneur en chlore sur 100 ppm qui permet de désinfecter toute la partie du réseau qui a été posée, les fameux 4 km dont je parle. Voilà. Et au niveau des tests, donc le laboratoire indépendant a fait ses tests ou pas encore? Pour l'instant, c'est que nos tests en interne. Alors, le laboratoire dispose déjà des prélèvements et donc fera des tests sur la partie bactériologique. Mais déjà, nous avons des résultats nous-mêmes sur des paramètres microbiologiques, physiques. Tout à fait, turbidité, on est à 1,15 NTU. Voilà. En pH, on est entre 7 et demi. D'accord. Légèrement basique. Il faut savoir qu'on mesure effectivement le pH de l'eau, donc est-ce qu'il est acide ou basique, et donc il y a des plages qu'il faut respecter absolument. Ce sont des consignes qui sont reconnues au niveau international, et vous devez vous assurer que l'acidité de l'eau reste dans cette plage, ce qui garantit qu'il n'y a pas de risque pour l'être humain. Et donc on fait des tests sur tout le réseau, tout le territoire national, tous les jours. Ce sont des paramètres essentiels qu'on respecte et qu'on vérifie. Est-ce qu'avec le Covid, vous avez renforcé ces tests avec un nouveau test adapté au Covid? Alors, il faut savoir que dans le cas du Covid, nous avons renforcé les initiatives pour s'assurer de la disponibilité du service. Mais au quotidien, Covid ou pas, on a des engagements, on doit distribuer de l'eau qui est saine, parce que c'est un risque sanitaire majeur. Donc le Covid n'est pas venu rajouter un élément à cet aspect-là. On doit tous les jours donner de l'eau de qualité. Et il y a des tests tous les jours. Il n'y a pas de compromis acceptable sur la qualité de l'eau. Ok, ça a été rapide quand même, 3 semaines. On vous a vu il y a 3 semaines inaugurer le chantier, lancer en fin de compte ce chantier. En 3 semaines, ça y est, on peut dire que dès demain, une partie du quartier, vous disiez combien de personnes vont avoir de l'eau? Alors, 30 000 personnes. En tout dans la zone. En tout dans la zone. Et donc, dans la première main, effectivement, c'est 12 000 personnes. D'accord. Mais il faut savoir que ce genre de projet-là, une grosse partie du travail se fait en amont. Il a fallu étudier les réseaux, il a fallu regarder le bâti, les populations, les besoins, la configuration, de très nombreuses études. Ces études-là ont été vérifiées, ces études ont été challengées. On s'est posé des questions d'optimisation, des choix technologiques. Donc c'est tout ce travail en amont. Ensuite, nous, effectivement, en tant qu'opérateurs, on a mobilisé les équipes, on a recruté des collaborateurs pour renforcer les équipes, on a acheté du matériel. Et donc c'est tout ce travail en amont qui permet... Bonjour, ça va? Donc c'est tout ce travail en amont qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dérouler avec un calendrier maîtrisé. C'est ça, mais alors ce travail en amont a duré 1 an? Oui. C'est ça? Là, en 3 mois, en 3 semaines, vous pouvez alimenter 30 000 personnes. Mais enfin, c'est quoi qui cloche alors? Pour pas que toute la Côte d'Ivoire ait de l'eau, parce qu'a priori, une fois que l'étude est faite... Il faut des moyens. Je vais vous donner un exemple simple. Le réseau d'eau, le meilleur exemple, c'est comme le réseau routier. Le réseau routier en Côte d'Ivoire, vous avez un peu plus de 7000 km de réseau bitumé. Et le reste n'est pas bitumé. Regardez là, on est sur une zone qui n'est pas bitumée. Là-bas, c'est bitumé. Donc la réalité, c'est qu'il faut des moyens considérables pour mettre des réseaux partout. Donc au fur et à mesure des moyens disponibles, on étend le réseau. Donc c'est comme les voies bitumées. Au début, vous n'avez que quelques axes. Et au fur et à mesure, vous voyez que les quartiers ont de plus en plus de voies bitumées. C'est pareil pour les réseaux. On les renforce au fur et à mesure. Dans ce quartier précaire de Yopougon, il y en a un qui est particulièrement heureux. C'est Jean Tapé. C'est lui qui a fait toutes les démarches pour que son quartier bénéficie enfin de l'eau potable. Depuis 2 ans que nous sommes en train de courir après toutes ces choses. Depuis 2 ans, nous avons écrit à l'ONEP avec la SODECI pour avoir l'eau dans le quartier ici. Et c'est moi qui suis heureux parce que l'eau que nous cherchons tant est arrivée. D'accord. Vous étiez là, vous avez vu le ministre là?
Merci. Il nous a mis la pression. Oui. Il dit qu'il faut que dans 3 mois. Donc je peux vous dire que toutes les équipes sont mobilisées. Et ce qu'on a dit, c'est ce qu'on est en train de faire, quoi. Ça fait combien de temps que vous attendez, vous n'avez pas d'eau? Ça fait combien de temps que vous vivez là? Oh, je crois que... Moi, je suis ici depuis, ça fait 16 ans. Et il y a des familles qui sont là depuis combien d'années? D'autres sont là, je crois, depuis, je crois, 98. D'autres sont là depuis 97. Et nous sommes allés jusqu'à maintenant 2000. Moi, je suis là depuis, ça fait 16 ans. Pas d'eau pendant 16 ans? Pas d'eau. Et d'un coup, on vous entend? Pardon? D'un coup, on vous entend. Oui, c'est un miracle. D'un coup, on vous attend, c'est vrai, mais nous avons parcouru beaucoup de choses. C'est-à-dire? On a écrit à l'ONEP. Il y a combien de temps que vous avez commencé à solliciter l'État pour avoir de l'eau? Nous avons commencé depuis, je crois, 2018. 2018, on a écrit à l'ONEP. Avant ça, vous n'avez rien fait? Non. Pourquoi? Bon, au fait, c'était difficile. Les gens nous ont dit que l'eau pour venir, ça ne va pas venir, on ne sait pas. Et matin, nous sommes levés, on a dit qu'il fallait écrire à l'ONEP. On allait voir Sodeci. Sodeci a dit écrivez à l'ONEP. Et nous avons écrit à l'ONEP et l'ONEP nous a répondu. Et depuis 2018 jusqu'à 2019, on continue. Et je crois que quand le ministre devrait venir ici pour la première fois, on nous a appelé, ça nous a vraiment... Et puis un moment après, c'est coupé. Mais je crois qu'ils étaient en train de travailler. La même manière que l'eau est déjà là. Je crois vraiment rendre gloire à Dieu. Il y a quand même un changement. Hein. Il y a 16 ans sans eau, d'un coup de l'eau. 2018 c'est quoi? C'est un plan de communication pour l'État avec les élections qui arrivent, donc on accélère tout ce qu'on fait. Non, enfin ça fait aujourd'hui, si on regarde les chiffres, hein, c'est simple. Si vous prenez par exemple l'extension du réseau d'eau potable, jusqu'à 2010, on était à peu près à 10 localités par an. Depuis 2011, on est à 76 localités de plus par an, x 7, depuis 2011. Donc je veux dire, la réalité manifeste de l'extension du réseau, de l'extension de la couverture, elle est sur le terrain. Et donc c'est ce qu'on poursuit. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, l'eau potable c'est compliqué. Il faut d'abord avoir de l'eau, avoir des forages, il faut traiter l'eau, il faut les réseaux. Donc effectivement, au fur et à mesure, on règle les problèmes. Et donc effectivement, dans une zone où il n'y a pas assez d'eau, si vous venez mettre des réseaux, mais ça veut dire que vous allez même dégrader la qualité de ceux qui sont à côté. Donc il fallait d'abord faire l'eau. Ce qui a été les premières années, on a investi beaucoup pour pouvoir produire plus d'eau. Et maintenant, au fur et à mesure, on est en train de mettre du réseau. Mais vous voyez que c'est un cycle, parce qu'on est obligé de refaire de nouvelles usines. Parce que les usines qui ont été faites en 2014, avec la croissance, il n'y en a plus assez. Donc c'est un cycle. Il faut toujours travailler. Mais ouais, quand un client comme ça réagit positivement, pour nous, ça nous fait du bien. Dans les quartiers précaires, beaucoup de personnes sont nées et ont grandi sans jamais avoir vu l'eau courante. Tous ces gens-là vont avoir l'eau? Tous ces gens-là, ils vont avoir l'eau. Voilà, qu'on a en face de nous là. Oui, tout à fait. En fait, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de reloger toutes ces familles ailleurs qu'on est bien obligé d'équiper ces quartiers qui sont des bidonvilles, tu peux le dire? Bon, là, vous posez une question qui est à la frontière de notre responsabilité. Nous, on exploite un réseau, on conseille l'État en disant qu'il y a des zones où les gens n'ont pas accès à l'eau et où ça peut même créer des risques parce qu'il y aura de la fraude, où ils vont s'appuyer sur des réseaux de distribution parallèle qui menacent leur santé. Et qui menacent leur santé. Donc nous, c'est notre rôle de conseil. Ensuite, la politique d'urbanisation, ce n'est pas notre responsabilité. 12 000 personnes sur 30 000 habitants vont bénéficier d'eau dans quelques jours. Après avoir traversé des ruelles, des centaines d'habitations de fortune, nous arrivons en fin de course. Et là, miracle, l'eau jaillit. Vous avez l'air content? Bah, bien sûr, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet et vous voyez les conditions dans lesquelles les populations vivent. Donc se dire qu'on va pouvoir leur régler ce problème, c'est bien, c'est pour ça qu'on travaille. Je crois que tous les agents, on est tous fiers quand même de cette responsabilité importante qu'on a d'apporter de l'eau. L'eau, c'est la vie, donc non, ça fait plaisir. En tout cas, bravo, je pense qu'on peut applaudir les équipes là. Vraiment. Il faut continuer comme ça. Donc, voilà, c'est le réseau qu'on a. La première phase du projet qui vise à alimenter en eau 155 quartiers précaires doit s'achever en octobre 2021. Mesdames, Messieurs, je me trouve ce soir aux côtés du ministre de l'Hydraulique, M. Laurent Tchakba. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci de nous recevoir pour ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre, consacré à la gestion de l'eau en période de crise sanitaire. Alors, Monsieur le ministre, selon l'UNICEF, une famille sur 5 n'a pas accès à l'eau. 50% de nos écoles n'ont ni sanitaire ni point d'eau. Qu'en pensez-vous? L'eau, source de vie.
Et malheureusement, au niveau mondial, on n'a simplement que 1% du volume d'eau disponible pour donner à la population. Ce 1% a besoin d'être dompté, traité et mis à la disposition de la population. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que quand on revient sur le plan national. Alors sur le plan national, ça veut dire que l'eau potable qu'on doit donner aux populations, c'est soit on prend de l'eau dans le sol, dans le sous-sol, qui est fournie et qu'on traite et qu'on donne aux populations. Dans l'ensemble du territoire, nous sommes dans une situation de fracture. Donc, ce qui veut dire concrètement... C'est-à-dire, c'est des fractures, on prend de l'eau, quand il y a la pluie, l'eau s'infiltre, oui. On a de l'eau, mais quand il y a la sécheresse, cette eau baisse, son niveau baisse. Il y a un assèchement, en réalité. Et c'est un assèchement. Et lorsqu'on fait un forage pour atteindre cette eau, en période, je dirais, pluvieuse, ce forage est fourni, mais en période sèche, le niveau de l'eau baisse et tout de suite, le forage qui a servi à pomper de l'eau et à traiter pour donner aux populations vient en déficit. Face à ce déficit, qu'est-ce que vous faites? On est obligé de rechercher un autre forage où le débit est meilleur pour pouvoir rebrancher les canalisations, les châteaux pour pouvoir donner de l'eau potable. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les populations font? Bon, c'est pourquoi nous avons choisi, pendant ce temps, de faire un palliatif en leur donnant de l'eau à partir des camions-citernes. Alors, justement, en parlant de ces camions-citernes, hein, lorsqu'il y a ces coupures d'eau, c'est la SODECI qui est toujours indexée, alors qu'aux côtés de la SODECI, il y a d'autres structures, dont l'ONEP, qui est l'Office national de l'eau potable. Elle est censée, à ce moment-là, justement, pallier à ce déficit et fournir aux populations de l'eau via, par exemple, les camions-citernes. Mais elle est absente. N'est-ce pas une défaillance? Le principe, n'est-ce pas, de gestion que nous avons mis en place dans notre pays, c'est que l'État investit et donne en exploitation à un fermier qui est ici en Côte d'Ivoire, la SODECI. C'est-à-dire les camions-citernes sont propriété de l'État, on met à la disposition de la SODECI. En même temps que nous sommes en train d'adresser des problèmes d'électricité, en même temps qu'on est en train d'adresser des problèmes d'eau, on est en train d'adresser des problèmes sanitaires. Donc, tout est urgent dans un pays en développement. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours les moyens qu'il faut à un temps T pour pouvoir réaliser tout ce qu'on veut pour pouvoir mettre à la disposition des populations. C'est pourquoi très souvent, nous sommes obligés de demander la patience aux populations. Comment peuvent-elles attendre et comprendre ces urgences qui sont évidentes? Comment peuvent-elles vivre dans ces situations? Non, le problème c'est qu'au niveau de l'État, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour faire en sorte que ces problèmes soient adressés de manière à mettre les populations dans des conditions confortables de vie. Il y a un déficit en réalité de production d'eau, à peu près 250 000 mètres cubes d'eau pour l'ensemble du territoire, 100 000 mètres cubes d'eau par jour, je précise, pour Abidjan. Est-ce que solution a été trouvée ou est-ce que cette solution elle est en cours? Nous avons, depuis 2011 à 2020, dépensé 600 milliards de francs CFA. C'est quand même une somme énorme. C'est des sommes énormes. Et aujourd'hui, nous sommes confortables au niveau de la production de l'eau potable pour le Grand Abidjan. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire a été leader dans le secteur de la distribution d'eau potable depuis 1956. Et nous avons construit un certain nombre de canalisations qui, aujourd'hui, sont devenues obsolètes. Pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est des équipements qui sont dépassés. Il faut les remplacer. Mais pourquoi cela n'a pas été fait, monsieur le ministre? Bon, non, ça n'a pas été fait pour une question de coût et d'exploitation. Nous pensons que tant que ça peut fonctionner, on peut l'utiliser. Mais tant que la population augmente et qu'on est obligé d'augmenter la quantité d'eau, d'augmenter les pressions que nous sommes obligés d'avoir pour injecter de l'eau et envoyer de l'eau aux populations. Mais justement, en parlant de la démographie, selon l'INS, c'est 2,6% d'augmentation par an. Matériel vétuste, on a quand même des chiffres, vous auriez pu quand même anticiper et je dirais mettre à jour où c'est ce matériel en réalité qui ne répond
plus à vos attentes et ce sont les populations qui en pâtissent. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'adresser ces problèmes et nous sommes en passe de résoudre ce problème de canalisation au niveau du Grand Abidjan et même à l'intérieur du pays. Entre 2011 et 2020, je devrais dire, plus de 600 milliards ont été donc investis dans le secteur de l'eau. Alors, l'objectif de cet investissement, en réalité, était de garantir la fourniture d'eau potable à 11 millions de personnes en milieu rural. Aujourd'hui, où en est-on? Mais nous sommes confortables avec l'investissement de 600 milliards. Nous sommes aujourd'hui confortables tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Vous savez que nous avons le programme social du gouvernement qui nous permet de mettre en état de fonctionnement 21 000 pompes à motricité humaine. Oui. Et vous savez, lorsque ces 21 000 pompes à motricité humaine étaient en état de, je dirais, de non-fonctionnement adéquat, il y avait des difficultés, effectivement, de desserte de l'eau potable aux populations dans ce milieu. Mais aujourd'hui, avec la mise en état de ces infrastructures, ça nous permet donc de donner de l'eau potable au milieu rural, sans problème. Donc, plus de 20 000 pompes donc, à réhabiliter. Est-ce que toutes ces pompes, elles ont été réhabilitées ou construites? Et est-ce qu'effectivement, ces 11 millions de personnes en milieu rural aujourd'hui ont accès à l'eau? Oui. Les 11 millions de personnes ont accès à l'eau. Mais aujourd'hui, avec l'investissement de 600 milliards, nous avons comblé le déficit et nous sommes à 80%. C'est important. 80% de couverture? 80% de couverture au niveau national. Alors, comment se fait-il que, c'est vrai, vous nous avancez un chiffre de 80%, mais aujourd'hui, et vous êtes censé le savoir, de plusieurs personnes, plusieurs populations, des familles dans différents quartiers, qu'ils soient résidentiels ou précaires, aujourd'hui ont des difficultés pour avoir de l'eau courante. Et des personnes sont encore aujourd'hui obligées d'acheter des bassines d'eau à 50 ou 100 francs. Je prends un chiffre de 10 voyages par jour, ce qui fait un budget de 15 000 francs ou 30 000 francs par mois. Vous conviendrez avec moi que la situation de ces personnes est difficile. Lorsque je parle de 80% de couverture d'eau, c'est des quartiers, je dirais, assainis, les quartiers canalisés. Oui. Oui. Mais malheureusement, l'explosion démographique fait que lorsqu'on est dans une ville, cette explosion démographique qui contraste avec le problème de logement, fait qu'il y a des populations qui sont obligées de loger dans les quartiers précaires. Bon, les quartiers précaires ne sont pas canalisés. Monsieur le ministre, excusez-moi, ce dont je parle, oui. Il ne s'agit pas seulement que des quartiers précaires. Oui. Il y a des quartiers résidentiels qui se trouvent dans la même situation. Ce n'est pas les mêmes problèmes. Expliquez-nous alors. C'est dû au fait que l'eau, il y a une cassure d'une canalisation. Oui. S'il y a une cassure, on est obligé d'arrêter la distribution d'eau pour réparer la canalisation avant de la remettre en marche pour distribuer de l'eau. Et devant une telle situation, dans un quartier résidentiel, normalement, il va avoir un manque d'eau. On vient pour déjà prendre en main l'espace où la canalisation est cassée, pour l'isoler, la réparer, afin de mettre en service la canalisation. Et lorsque nous faisions les travaux, forcément, le quartier qui est canalisé, qui est dans cette situation, va manquer de l'eau sur 24 heures. Le secteur de l'eau, c'est un secteur assez délicat. Il est vital, monsieur le ministre. Parce qu'il est vital. Lorsque nous, on règle les problèmes, tant que vous avez de l'eau, vous ne vous plaignez pas. Mais il suffit simplement que vous n'ayez pas de l'eau une heure, vous vous plaignez. Et c'est tout à fait, normal, monsieur le ministre, vous le comprenez. Et nous le comprenons. Et c'est pourquoi nous faisons en sorte que le travail que nous avons à faire, c'est de vous donner de l'eau 24 heures sur 24. Ça va au-delà, monsieur le ministre. Parfois, c'est au-delà de 24 heures. Oui, bon, bien sûr. Enfin, moi, je dis 24 heures parce que lorsqu'il y a coupure d'eau, il y a 3 facteurs. Premièrement, c'est le cas d'une cassure de canalisation qu'on doit réparer. Deuxièmement, il y a coupure d'électricité. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, nos usines s'arrêtent. C'est pourquoi aujourd'hui, face à ces difficultés, pour ne pas que les populations en pâtissent, nous prenons des dispositions pour que, premièrement, au niveau de nos usines, nous équipons nos usines de générateurs de reprise. C'est-à-dire, quand il y a coupure d'électricité, il y a un générateur qui reprend la production d'électricité
en temps zéro. Vous avez des groupes électrogènes. Ce qui fait que nos usines vont fonctionner même quand il y a coupure d'électricité. Ça, c'est pour résoudre ce problème. Ça, c'est le cas de la COVID-19, que ces générateurs ont été installés. C'est un projet qui était déjà d'actualité lorsque la COVID-19 est survenue, et ça n'a fait que accélérer la mise en œuvre de ce projet. Donc ces groupes électrogènes, ils vont demeurer après le Covid, oui, bien sûr. D'accord. Non, c'est pour rassurer les populations qu'on ne va pas revenir à une situation antérieure. Il y a des endroits où nous avons besoin de faire un certain nombre de réglages pour améliorer cette production et la qualité de cette eau que nous mettons à leur disposition. Je prends le cas de Daloa. Vous voyez, à Daloa, l'eau que nous distribuons est tout un peu colorée. Pour quelle raison? Pour des problèmes chimiques et bactériologiques. Est-ce que cette eau est traitée? Quand on regarde la norme de l'OMS, cela est potable, mais tout simplement parce qu'il y a une couleur. Mais par rapport à cette eau qui est colorée, il faut utiliser une autre forme de traitement. Quand cela sera-t-il fait, Monsieur le ministre? Les populations sont en attente, elles sont impatientes. Dans le cadre des investissements en cours. Mais, oui, on est d'accord qu'il y a des investissements, on parlait de chiffres tout à l'heure, mais quand concrètement ces populations vont recevoir de l'eau de qualité, mais surtout sans couleur? Dans nos investissements, il est projeté que fin 2020, les populations de Daloa auront de l'eau incolore et inodore. Quand peut-on espérer que les populations, toutes les populations donc, de Côte d'Ivoire, aient de l'eau potable et de l'eau courante? Pour ce qui concerne les investissements projetés, au niveau national, 95% de la population pourra avoir accès à l'eau potable par rapport aux investissements qui sont réalisés. Mais maintenant, vous savez, toutes sortes de choses se planifient. Et la planification de 2023-2030 pourra nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre les 100% de ce gouvernement. Donc, dans 10 ans, donc les populations doivent attendre 10 ans pour que le territoire, en tout cas que toutes les populations aient de l'eau courante? Dans 10 ans? Dans 10 ans. Vous ne trouvez pas que c'est long, Monsieur le ministre? Non, c'est une question de planification. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, nous espérons que ce numéro spécial de 52 minutes pour comprendre vous aura permis de mieux comprendre comment l'eau est gérée en période de crise sanitaire et en particulier de la COVID-19. Pour revoir ce numéro spécial de 52 minutes, rendez-vous sur la page de la RTI, sa page internet www.rti.ci ou sa chaîne YouTube et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez connectés et restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. À bientôt. Bonne soirée à tous.